Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons explorer une question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Une question que les physiciens modernes prennent très au sérieux, malgré son apparence de pure science-fiction. Comment pourrions-nous franchir les distances colossales qui nous séparent des étoiles? Comment explorer l'univers quand les distances sont si absurdes, si écrasantes, que notre cerveau refuse même de les comprendre? Pendant plus d'un siècle, nous avons cru avoir la réponse. Une réponse définitive, impossible. Et pourtant, caché dans les équations mêmes qui nous disent que c'est impossible, se trouve quelque chose d'étonnant. Quelque chose qui mérite notre attention. Avant de continuer, si vous adorez explorer les mystères de l'univers autant que nous, accordez-vous quelques secondes pour liker cette vidéo ou vous abonner. Cela nous aide à atteindre plus d'esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, commençons. Parlons d'abord du problème fondamental. L'univers est incompréhensiblement vaste. Notre Soleil, cette boule de feu qui nous réchauffe, nous paraît immense. Pourtant, il est ordinaire, quelconque, banal. L'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri, se trouve à environ 6,8 années-lumière de distance. Cela signifie que la lumière, voyageant à 300 000 km par seconde, met plus de 6 ans pour faire le trajet. Imaginez maintenant la vitesse de nos vaisseaux spatiaux les plus rapides, quelques dizaines de kilomètres par seconde. À cette vitesse, atteindre Proxima Centauri prendrait environ 100 000 ans. 100 000 ans. Plus longtemps que l'existence enregistrée de notre espèce. Et ce n'est que pour l'étoile la plus proche. L'univers observable s'étend sur 150 milliards de kilomètres-lumière. Ces nombres dépassent notre capacité de compréhension. Notre cerveau n'a pas évolué pour saisir de telles distances. Nous sommes piégés, emprisonnés par la vastitude de l'espace et par une limite que nous ne pouvons pas franchir. Du moins, c'est ce que nous pensions. Voici où la physique devient intéressante. Lorsqu'Einstein a développé sa théorie de la relativité restreinte en 1905, il a fait une découverte révolutionnaire. La vitesse de la lumière est constante, toujours la même. Peu importe la vitesse de la source qui l'émet ou celle de l'observateur qui la reçoit. Cela semblait violer le bon sens. Si vous vous déplacez dans un train à 100 km par heure et que vous lancez une balle vers l'avant à 20 km par heure, quelqu'un debout sur le quai verrait la balle se déplacer à 120 km par heure. Les vitesses s'ajoutent, naturellement, intuitivement. Mais Einstein a montré que la lumière ne fonctionne pas ainsi. Si vous êtes sur un vaisseau se déplaçant à la moitié de la vitesse de la lumière et que vous allumez une lampe de poche, la lumière ne se déplace pas à une vitesse 1,5 fois celle de la lumière. Elle se déplace exactement à la vitesse de la lumière. Toujours, pour tous les observateurs. C'est ici que la magie commence. Pour que cela soit vrai, quelque chose doit changer. Et ce quelque chose, c'est l'espace et le temps eux-mêmes. Lorsque vous vous déplacez très rapidement, le temps se ralentit pour vous, littéralement. L'espace se contracte aussi dans la direction de votre mouvement. Ces effets ne sont pas des illusions. Nous les avons mesurés des milliers de fois. Les horloges atomiques dans les avions vieillissent moins rapidement que celles sur Terre. Les satellites GPS doivent compenser ces effets relativistes ou ils commettront rapidement des erreurs. La relativité n'est pas théorique, c'est appliqué, quotidien, réel. Mais voici le point crucial qui ramène tout à notre question. À mesure que vous accélérez et approchez la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire pour vous faire accélérer davantage augmente de manière dramatique. À 99% de la vitesse de la lumière, vous seriez 7 fois plus massif du point de vue relativiste. À 99,9%, environ 22 fois plus massif. Plus vous approchez, plus cela demande d'énergie. Et au moment où vous atteignez la vitesse de la lumière, l'énergie requise devient infinie, absolument infinie. C'est la barrière. C'est pourquoi rien avec une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Les lois de la physique elles-mêmes vous l'interdisent. Pendant plus d'un siècle, les physiciens ont accepté cela comme définitif. Impossible de voyager plus vite que la lumière, point final.
Mais alors, en 1994, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un physicien doctorant nommé Miguel Alcubierre se posait une question étrange. Il regardait Star Trek, particulièrement les épisodes où l'USS Enterprise se déplaçait à vitesse de distorsion. Et il s'est demandé quelque chose. Et si c'était réellement possible? Pas la version fictive avec la technobabble, mais une version réelle, basée sur les équations d'Einstein, basée sur la véritable physique. Il s'est assis et a fait les calculs. Ce qu'il a découvert l'a choqué. Il a trouvé une solution aux équations de champ d'Einstein. Une solution qui décrivait exactement ce dont il rêvait. Un moyen de se déplacer plus vite que la lumière, sans jamais se déplacer réellement plus vite que la lumière à travers l'espace. Voici comment cela fonctionne, et je veux être précis car les détails importent. Einstein n'a pas dit que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Il a dit que rien ne peut se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière. L'espace lui-même, en revanche, n'a aucune telle restriction. L'espace peut se dilater et se contracter à n'importe quelle vitesse. Nous le savons avec certitude, parce que nous l'observons. L'univers se dilate en ce moment même, actuellement, maintenant. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Non pas parce qu'elles voyagent à travers l'espace à cette vitesse, mais parce que l'espace entre nous et elles se dilate, étend, grandit. Imaginez des fourmis sur la surface d'un ballon. Si vous gonflez le ballon, les fourmis ne se déplacent pas sur le caoutchouc. Elles demeurent immobiles. Mais elles s'éloignent les unes des autres. Pourquoi? Parce que la surface elle-même grandit, étendue. Les fourmis ne violent aucune limite de vitesse. Elles ne voyagent même pas, relativement au caoutchouc sous leurs pieds. Pourtant, du point de vue de chaque fourmi, les autres s'enfuient. Voilà exactement ce qui se produit dans notre univers qui s'étend. Et durant les premiers instants après le Big Bang, l'univers a connu l'inflation. Une période où l'espace s'est dilaté exponentiellement, incroyablement vite, bien plus rapide que la lumière, bien davantage. Notre meilleure compréhension de la cosmologie indique que cela s'est produit. L'univers l'a fait naturellement. Si l'univers peut le faire, pourquoi pas nous? Alcubierre a proposé quelque chose de radical. Et si nous créions une bulle d'espace-temps autour d'un vaisseau? Et si nous comprimions l'espace devant le vaisseau, raccourcissant la distance à parcourir? Et si nous dilatassions l'espace derrière lui, allongeant cette distance? Le vaisseau monterait sur cette vague d'espace qui se contracte et se dilate. Pensez à un surfeur sur une vague. Le surfeur ne nage pas vers l'avant. L'eau sous la planche le pousse. La vague se déplace, étendue. Le surfeur se déplace avec elle sans nager. De même, cette bulle de distorsion d'Alcubierre porterait le vaisseau. Du point de vue de quelqu'un à bord, à l'intérieur de la bulle, rien ne bouge. Le vaisseau est parfaitement immobile. L'espace normal entoure l'équipage. Pas d'accélération, pas de force, pas de dilatation du temps. Les passagers pourraient marcher, manger, converser, complètement inconscients que quelque chose d'extraordinaire se produisait autour eux. Mais de l'extérieur, du point de vue d'un observateur sur Terre, le vaisseau se déplacerait plus vite que la lumière. Comment? L'espace lui-même se déplace. Le vaisseau est porté par le mouvement de l'espace-temps. C'est comme se tenir sur le tapis roulant d'un aéroport. Vous ne marchez pas. Vous vous tenez simplement debout. Mais le tapis vous déplace. Vous couvrez de la distance sans effort. Voilà le mécanisme d'Alcubierre. Comprimer l'espace devant, dilater le derrière, et surfer sur cette vague à travers le cosmos. Et voici la partie élégante. Rien dans les équations d'Einstein n'interdit cela. Les mathématiques fonctionnent. La solution est valide. Elle satisfait tous les critères. Elle ne viole pas la limite de vitesse de la lumière parce que rien ne se déplace plus vite que la lumière à travers l'espace. Le vaisseau est immobile. L'espace effectue tout le travail. C'est comme la différence entre marcher à travers une pièce et faire bouger la pièce autour de vous. Même résultat.
mécanisme complètement différent. Quand Alcubierre a publié ses calculs en 1994, cela a créé une sensation dans la communauté physique. Un article évalué par les pairs, un journal prestigieux, montrant que les voyages plus rapides que la lumière pourraient être possibles. Non pas avec des fusées qui vous poussent à travers l'espace, mais en manipulant l'espace-temps lui-même. Les physiciens du monde entier se sont mis à examiner cette métrique, à vérifier les mathématiques, à chercher des failles. Et pour un court moment, il a semblé que l'univers s'était ouvert. Mais alors les problèmes ont commencé à émerger. De grands problèmes, fondamentaux. Le premier problème concerne l'énergie. Énormément d'énergie. Les calculs d'Alcubierre suggéraient que vous auriez besoin d'énergie équivalente à la masse de l'univers observable entier. Laissez-moi être très clair. L'univers observable contient environ 2 trillions de galaxies. Chaque galaxie renferme des centaines de milliards d'étoiles. Et la masse énergie totale de tout cela ? Environ 10 suivi de 53 kg. Un nombre si colossal que notre esprit refuse de le saisir. Vous auriez besoin de convertir tous les atomes dans toutes les étoiles, dans toutes les galaxies en énergie pure. Et pas seulement n'importe quelle énergie, l'énergie négative. Nous reviendrons à cela. Mais d'abord, méditez sur cette absurdité. Pour déplacer un seul vaisseau vers une étoile à proximité, vous auriez besoin de récolter l'énergie de l'univers entier. C'est logiquement impossible. Il n'existe pas assez d'énergie dans l'univers pour alimenter un dispositif qui nécessite l'énergie de l'univers lui-même. Les physiciens ne se sont pas découragés. Au fil des années, ils ont affiné les mathématiques. Ils ont réalisé que le design original d'Alcubierre n'était pas optimisé. La forme de la bulle, comment elle comprime et dilate l'espace. Tout cela peut être modifié. En 1999, Chris Van Den Broek a publié un article proposant des modifications. Sa bulle était minuscule de l'extérieur, mais spacieuse à l'intérieur, comme le TARDIS de Doctor Who. Cette modification a réduit les besoins énergétiques de nombreux ordres de grandeur. Au lieu de la masse de l'univers, peut-être seulement la masse de Jupiter. La masse de Jupiter. Environ 1,9 multiplié par 10 à la puissance 27 kg. C'est 318 fois la masse de la Terre. Encore énorme, mais bien moins que l'univers entier. Un nombre qu'au moins nous pouvons écrire sans épuiser tous les zéros. Puis en 2012, Harold White du laboratoire EagleWorks de la NASA a publié des calculs suggérant d'autres optimisations, en changeant l'épaisseur du mur de la bulle de distorsion, en le rendant plus fin et plus concentré. Vous pourriez réduire les besoins énergétiques davantage. White suggérait que vous auriez peut-être besoin seulement de 700 kg, la masse d'une petite automobile. Soudain, le dispositif d'Alcubierre est passé de nécessiter la masse de l'univers à nécessiter la masse d'une voiture. Une réduction de 50 ordres de grandeur. Cela a semblé prometteur, presque réalisable. 700 kg de matière convertie en énergie via la formule d'Einstein produirait environ 6 multiplié par 10 à la puissance 19 joules. L'équivalent d'une arme nucléaire massive, énorme, mais pas de l'échelle de l'univers, pas de l'échelle des étoiles, juste titanesque. Une technologie future pourrait théoriquement générer cela. Fusion nucléaire, annihilation matière-antimatière. Soudain, le rêve semblait moins fou. Mais alors, d'autres physiciens ont examiné les calculs de White de plus près. Ils ont trouvé des problèmes. Les optimisations qu'il proposait requéraient des configurations géométriques très spécifiques. Des configurations qui pourraient ne pas être physiquement réalisables. Et même si elles l'étaient, demeurait un problème plus grand. L'énergie négative. Vous voyez, l'univers ne produit pas facilement d'énergie négative. Nous vivons entourés d'énergie positive. Batterie, soleil, carburant, nourriture. Tout ce qui alimente nos vies produit de l'énergie positive. L'énergie négative semble relever de la science-fiction. C'est étrange, quantique, exotique. Cela semble imaginaire pour faire fonctionner les équations.
Sauf que c'est réel. ou du moins, c'est théoriquement réel, selon la mécanique quantique. Et nous avons des preuves expérimentales. L'effet Casimir. Découvert en 1948 par le physicien Hendrik Casimir, voici comment cela fonctionne. Prenez deux plaques métalliques neutres, parfaitement parallèles. Placez-les extrêmement rapprochées dans le vide. Elles expérimentent une minuscule force attractive, les poussant ensemble. Ce n'est pas du magnétisme, ce n'est pas de la gravité, c'est quantique. Le vide entre les plaques n'est pas réellement vide. C'est l'une des intuitions profondes de la mécanique quantique, ce que nous appelons l'espace vide. Un vide parfait. Rien. Zéro. C'est en réalité frémissant d'activité à l'échelle quantique. Des paires de particules-antiparticules apparaissent sans cesse et s'annihilent instantanément. Un électron et un positron surgissent du néant, existent une fraction infime de seconde, puis disparaissent. Cela se produit partout, constamment. C'est appelé fluctuation quantique. C'est une conséquence du principe d'incertitude d'Heisenberg. Maintenant, voici où l'effet Casimir intervient. Quand vous placez deux plaques, vous restreignez quelles particules virtuelles peuvent exister entre elles. Les plaques agissent comme des barrières. Seules certaines longueurs d'onde peuvent tenir entre elles. Pensez à une corde de guitare. Une corde peut vibrer seulement à certaines fréquences. Des longueurs d'onde qui rentrent exactement entre les extrémités fixes. Similairement, entre les plaques Casimir, seules certaines longueurs d'onde de particules virtuelles peuvent exister. Mais à l'extérieur des plaques, en espace ouvert, toutes les longueurs d'onde peuvent exister. Aucune restriction. Cela signifie plus de fluctuations quantiques, plus d'énergie du point zéro poussant l'extérieur des plaques que l'intérieur. Une pression. Les plaques sont poussées ensemble. La force est incroyablement minuscule, mais elle est réelle, mesurable, confirmée des dizaines de fois depuis sa première détection en 1958. Et voici le point clé. L'énergie densité entre les plaques est négative, inférieure à l'énergie de l'espace vide dehors. Vous avez créé une région où l'énergie est inférieure à zéro, inférieure à la baseline des fluctuations quantiques du vide. L'énergie négative existe. Nous l'avons créée, l'avons mesurée, confirmée. Donc le besoin d'énergie négative du dispositif d'Alcubierre n'est pas aussi fou qu'il semblait d'abord. Mais le problème est l'échelle. L'effet Casimir produit des quantités ridiculement minuscules d'énergie négative. Nous parlons de forces mesurées en milliardièmes de newtons entre des plaques séparées par des millionièmes de mètres. L'énergie densité est négative, oui, mais infinitésimale. Pour alimenter même une version optimisée du dispositif d'Alcubierre, vous auriez besoin de densités d'énergie négative des milliards de fois supérieures à ce que nous avons jamais produit. Vous auriez besoin de créer des régions vastes d'espace avec une densité d'énergie négative énorme et les façonner précisément, exactement selon la métrique d'Alcubierre. Une bulle d'espace normale entourée par une coquille d'énergie négative avec l'épaisseur adéquate, la courbure adéquate, l'énergie-densité adéquate. Nous n'avons aucune idée de comment faire cela, pas même théoriquement. L'effet Casimir est un phénomène de laboratoire. Vous avez besoin de plaques métalliques soigneusement préparées dans un vide précisément contrôlé. Vous devez éliminer les fluctuations thermiques, les vibrations, toute perturbation qui pourrait masquer la minuscule force Casimir. Et même ainsi, vous produisez de l'énergie négative dans une région micrométrique d'épaisseur entre deux plaques, montée à l'échelle d'une bulle de plusieurs mètres, avec des densités d'énergie des milliards de fois plus élevées, maintenues en espace ouvert sans plaque ni confinement. C'est au-delà de nos capacités d'une telle marge que cela pourrait aussi bien être de la magie. C'est comme la différence entre frotter deux bâtons pour faire une étincelle et construire un réacteur de fusion produisant la puissance du soleil. Techniquement, la même physique sous-jacente, mais des ordres de grandeur différents en complexité. Et ce n'est pas même le pire problème. Le pire problème concerne la causalité, la structure même de la cause et de l'effet. Et si les voyages plus rapides que la lumière pourraient la briser fondamentalement? Voici la situation. La relativité nous dit qu'il n'existe pas de maintenant universel.
aucune horloge cosmique tic-tant au même rythme partout. Différents observateurs voyant des choses différemment. Quand vous voyagez extrêmement rapidement relativement à la Terre, un événement qui semble se produire maintenant sur Terre semblerait se produire dans le passé de votre perspective. Ou le futur. Différents observateurs ne s'accordent pas sur l'ordre des événements. Cela n'est pas un problème si tous voyagent plus lentement que la lumière. Parce que même si les observateurs ne s'accordent pas sur le timing, ils s'accordent sur l'ordre causal. Si l'événement A cause l'événement B, tous s'accordent que A a eu lieu en premier. Le signal de A à la vitesse de la lumière ou plus lentement atteint B, puis B se produit. L'ordre est préservé, la causalité est sûre. Mais introduisez les voyages plus rapides que la lumière et cela s'effondre. Imaginez un vaisseau avec le dispositif d'Alcubierre. Vous voyagez de la Terre vers un système étoilé à 10 années-lumière de distance. À 10 fois la vitesse de la lumière. De votre perspective à bord, le voyage prend 1 an. Vous partez en 2100, arrivez en 2101, simple. Mais du point de vue de quelqu'un sur Terre dans un cadre de référence différent du vôtre, les événements au système étoilé destination que vous considérez comme futurs sont en réalité en train de se produire maintenant, ou déjà passés. Si vous voyagez ensuite de retour à la Terre au dispositif d'Alcubierre à 10 fois la vitesse de la lumière, vous pourriez théoriquement arriver à la Terre avant de partir. Non pas de votre perspective. Vous avez voyagé 2 ans total, 1 année là-bas, 1 année de retour. Mais de la perspective de certains observateurs, de certains cadres de référence, vous avez complété un voyage aller-retour et vous êtes arrivé avant de partir. Vous pourriez vous rencontrer avant de partir. Vous pourriez vous empêcher de partir. C'est le paradoxe du grand-père, le problème classique des voyages dans le temps. Si vous remontez le temps et empêchez votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, vous ne naissez jamais. Si vous ne naissez jamais, vous ne remontez jamais le temps. Donc votre grand-père rencontre votre grand-mère. Vous naissez. Donc vous remontez le temps et l'empêchez. C'est une boucle logique sans résolution, une contradiction qui ne peut être résolue. Et les physiciens détestent cela. L'univers semble être fondamentalement logique. Les causes précèdent les effets. Les événements découlent d'autres événements de manière cohérente. Les mathématiques sont consistantes. Mais les paradoxes de voyage temporel brisent cela, créent des situations où la logique elle-même échoue. La plupart des physiciens croient que l'univers ne le permet pas. Il doit y avoir une règle, un mécanisme qui prévient ces paradoxes. Un de ces mécanismes pourrait être que les voyages plus rapides que la lumière, par n'importe quel moyen, sont fondamentalement impossibles. Non pas pour des raisons d'ingénierie, mais parce que l'autoriser briserait la causalité. C'est ici que tout devient philosophique. Certains physiciens arguent que toute méthode de voyage plus rapide que la lumière, peu importe sa sophistication, court à ce problème. Le dispositif d'Alcubierre, les trous de verre, n'importe quel raccourci théorique à travers l'espace-temps. Ils permettent potentiellement les voyages temporels vers le passé. Et si l'univers interdit les paradoxes temporels, il doit aussi interdire les voyages plus rapides que la lumière. Les deux sont liés. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Stephen Hawking a proposé quelque chose appelé la conjecture de protection de la chronologie en 1992. Ce n'est pas un théorème prouvé, c'est une conjecture, une hypothèse éduquée. Elle suggère que les lois de la physique préviennent les voyages temporels vers le passé, et donc les paradoxes causels. L'univers protège l'ordre chronologique des événements. Les causes précèdent les effets. Nous ne savons pas si c'est vrai. Nous n'avons pas de preuves. Nous n'avons pas une théorie complète de la gravité quantique. Mais il y a des indices. Chaque fois que les physiciens essaient de créer un modèle théorique permettant des voyages temporels, quelque chose va mal. Les besoins énergétiques deviennent infinis. Des singularités se forment. Des instabilités quantiques détruisent la structure. C'est comme si l'univers conspire pour empêcher ces choses de se produire. Chaque route que vous essayez, chaque chemin théorique se termine par un blocage, non pas par une seule barrière, mais par plusieurs barrières travaillant ensemble. Et le dispositif d'Alcubierre pourrait être identique. Il fonctionne sur le papier. Les équations le permettent. Vous pouvez écrire la métrique.
Vérifiez qu'elle satisfait les équations de champ d'Einstein. Validez qu'elle est une solution valide. Mais quand vous approfondissez, quand vous posez la question si cela peut réellement être réalisé dans l'univers physique, vous trouvez barrière après barrière, besoins énergétiques colossaux, même après optimisation. Énergie négative que nous pouvons à peine produire en quantité microscopique. Problème de stabilité où la bulle pourrait s'effondrer. Violation de causalité pouvant briser la structure logique de l'univers lui-même. Chaque barrière pourrait sembler être un défi d'ingénierie. Quelque chose que nous pourrions surmonter avec suffisamment de connaissances et de technologie. Mais ensemble, elles commencent à ressembler moins à des défis et plus à des interdictions fondamentales. Comme si l'univers nous criait à travers plusieurs mécanismes indépendants. Jusque-là et pas plus loin. Vous ne pouvez pas dépasser la limite de vitesse. Non pas à cause d'une seule loi, mais parce que toute la structure de l'espace-temps, la causalité, l'énergie, la mécanique quantique, tout cela fonctionne ensemble pour le prévenir. C'est une conspiration de la physique, un effort coordonné par les lois de la nature pour protéger la limite cosmique de vitesse. Et cette conspiration pourrait être fondamentale, quelque chose que vous ne pourriez pas surmonter avec meilleure technologie. Quelque chose écrit dans les lois les plus profondes de la réalité, le fondement sur lequel tout le reste repose. Ou peut-être que le contraire est vrai. Peut-être que les voyages plus rapides que la lumière sont possibles. Mais cela demande une compréhension de la physique tellement avancée, une technologie tellement difficile à découvrir, que la plupart des civilisations ne le découvrent jamais. Peut-être 1 sur 1 million. Et peut-être que ces civilisations sont dehors, voyageant à travers la galaxie, se rencontrant, construisant quelque chose d'extraordinaire. Mais elles sont si rares, ou si prudentes, ou si au-delà de nous, que nous ne les avons pas encore rencontrées. Peut-être sommes-nous sur le point de les rejoindre. Peut-être que dans 100 ans, ou 1000 ans, ou bien plus dans le futur, nous résoudrons l'énigme, et la galaxie s'ouvrira à nous, ou peut-être jamais. Peut-être sommes-nous destinés à rester ici regardant les étoiles nous demandant toujours. Nous ne savons pas. Et cette incertitude est à la fois frustrante et exaltante. Cela signifie que la question est toujours ouverte. L'univers ne nous a pas donné une réponse finale. Nous explorons toujours, découvrons toujours, poussons toujours les limites du possible. Et peut-être que c'est là l'essentiel. Non pas si les voyages plus rapides que la lumière sont ultimement réalisables, mais que nous posions la question, que nous n'acceptions pas les limites sans les tester, que nous regardions un univers vaste, distant, apparemment inaccessible, et nous demandions comment y parvenir. Cette impulsion, cette curiosité, ce refus d'accepter l'impossibilité sans preuve, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous a mené des grottes aux cités, du sol à la lune, des tribus isolées à une civilisation mondiale. Et c'est ce qui nous mènera aux étoiles un jour ou l'autre. Que nous le fassions lentement, au cours de milliers d'années à une fraction de la vitesse de la lumière, construisant des générations de vaisseaux et de colonies graduellement, ou que nous trouvions le raccourci, l'astuce, la percée théorique qui nous permet de plier l'espace et de bondir à travers des années-lumière en un clin d'œil. De toute façon, nous y allons. La question est simplement le temps que cela prendra, et jusqu'où nous pouvons atteindre. Alors la prochaine fois que vous levez les yeux sur le ciel nocturne et voyez les étoiles parsemant l'obscurité, souvenez-vous de ceci. Ces étoiles sont lointaines, impossiblement lointaines, séparées de nous par des années-lumière d'espace vide. Mais cachés dans les mêmes équations qui établissent cette limite, se trouvent des indices, des suggestions, des curiosités mathématiques, murmurant peut-être, simplement peut-être, qu'il existe un moyen de contourner. Nous ne savons pas si ces indices sont réels. Nous ne savons pas si les raccourcis tiendront face au contrôle. Nous ne savons pas si les barrières peuvent être surmontées ou si elles sont écrites dans le tissu même de la réalité. Mais nous regardons, nous calculons, nous testons les limites. Et un jour, peut-être dans nos vies, l'univers se révélera et nous saurons enfin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'aux frontières de la physique et de la possibilité. Si vous avez trouvé ce voyage enrichissant,
Un pouce levé ou un abonnement serait magnifique. Cela m'aide à continuer ces plongées profondes. Et n'oubliez pas, l'univers est plein de mystères. Certains résolus, d'autres en cours, et d'autres que nous n'avons pas encore pensé à poser. Bonne nuit, et que vos voyages, où qu'ils vous mènent, repoussent toujours les limites du possible.